Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Bonjour à tous, on espère que vous allez tous très bien. Que vous êtes bien confinés chez vous et que tout le monde écoute à la lettre les règles prononcées par le gouvernement. Nous, on est bien confinés chez nous. On ne monte d'ailleurs plus à cheval depuis 2 semaines maintenant et on croise les doigts pour que les choses aillent rapidement mieux. Si confinés que c'est moi qui ai notre matériel d'enregistrement et par conséquent vous allez devoir supporter ma voix durant toute l'introduction. Désolée d'avance. Passons aux choses positives. Cette semaine, nous avons reçu Geneviève Maigret dans notre podcast. Geneviève est très connue pour être une des propriétaires de chevaux les plus incontournables de notre époque. Nous sommes très honorés d'avoir reçu Geneviève et par ce biais de pouvoir vous présenter un nouveau rôle clé et indispensable pour la pérennisation de notre sport. Geneviève nous a parlé de sa vie avant de devenir propriétaire de chevaux et avant la création du haras de Clarbec. Elle nous a aussi parlé de bien-être animal, de travail en famille, puisque oui, ce haras, c'est avant tout une aventure familiale, mais aussi des cavaliers et surtout des cavalières de ces chevaux. Cet épisode est parrainé par Blooming Rider. Blooming Rider, c'est la plateforme de cours en ligne sur l'entraînement et l'éducation du cheval. On y trouve des cours sur toutes les disciplines, ainsi que sur la gestion quotidienne du cheval au niveau du bien-être et des soins. Le but principal de Blooming Rider est de fournir aux cavaliers et aux propriétaires de chevaux toutes les clés nécessaires à la construction d'une relation forte, basée sur le respect et la communication. Cette équation ne peut s'obtenir qu'à travers le respect des besoins fondamentaux du cheval et de son éducation. C'est à partir de cette relation et d'un cheval serein, bien dans son corps et dans sa tête, ainsi que dans sa relation au cavalier, que va pouvoir se développer un sport équestre sain. Faire du sport en privilégiant la relation ne veut pas dire mettre de côté la performance sportive. Bien au contraire. C'est mettre toutes les chances de son côté pour performer. Car un cheval épanoui dans sa pratique sportive emmènera son cavalier encore plus loin. S'il fallait trouver 3 mots pour résumer les valeurs transmises par la plateforme Blooming Rider, ce serait éducation, bien-être et performance sportive. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Geneviève. Bonjour. Nous sommes vraiment très contentes de vous recevoir aujourd'hui pour enregistrer cet épisode au Jumping de Bordeaux. Nous avons finalement trouvé un horaire et une salle pour le faire. Donc, évidemment, en bonne journaliste, on peut dire, on s'est un peu renseigné avant de venir. On a lu que à l'époque, vous étiez médecin en région parisienne. Oui, c'est vrai. À l'époque, j'ai exercé la médecine pendant 25 ans en cabinet. Voilà, mais j'avais déjà à ce moment-là cette passion des chevaux que j'ai depuis toujours, de façon un peu étrange, puisque rien dans ma vie familiale ne me prédisposait à ça. Et voilà, j'ai une passion entière pour les chevaux depuis toujours. Et à un moment donné, alors, vous avez décidé de changer de format de vie. Voilà, c'est-à-dire que quand j'étais médecin, j'avais des chevaux, mais j'avais quelques chevaux. J'ai jusqu'à 5 chevaux de concours. Mon mari montait aussi en concours et montait à très bon niveau également. Avec sa vie professionnelle, il a dû arrêter un peu plus prématurément que moi. Moi, j'essayais de combiner ma vie de mère de famille, puisque j'ai quand même une fille, de mère de famille, de médecin et de cavalière pendant des années. Et à un moment, ça devenait compliqué. Mon niveau à cheval ayant augmenté un peu, et tant mieux, ça devenait compliqué. Et grâce à mon mari qui a bien voulu me soutenir dans ma passion, j'ai raccroché la médecine pour me consacrer complètement aux chevaux. Est-ce qu'aujourd'hui vous montez toujours à cheval ? Alors aujourd'hui je monte plus à cheval. Je monte plus à cheval à peu près depuis les Jeux de Rio, parce que bon, j'avais des gros problèmes de dos, de sciatique, et je me suis découvert une hernie discale qui me faisait bien souffrir quand je montais à cheval. Et quand même c'était vraiment monter à cheval mal. Donc j'ai décidé que j'arrêtais, mais avec regret, parce que j'adorais, même quand j'ai arrêté de faire du concours par choix, parce que je considérais que voilà, j'avais fait mon temps. J'aimais bien travailler les chevaux à la maison, même sur le plat, pour pouvoir en discuter après avec les cavaliers par rapport au ressenti, etc. Mais j'ai arrêté parce que je suis pas maso quand même, et que voilà, ça me faisait trop souffrir, donc j'ai décidé que cette fois-ci que c'était les bottes que je raccrochais.
Et alors, vous avez complètement abandonné votre métier de médecin. Absolument. Pour changer de vie, pour vivre cette passion. Comment est-ce que vous avez pris cette décision et surtout, vous l'avez bien vécu? Il n'y a pas eu de difficultés? Oui, non, j'ai bien vécu. J'ai pris cette décision vraiment grâce à mon mari qui m'a soutenu financièrement dans cette aventure, puisque sans lui, j'aurais jamais pu rien faire. Bon. Après, il partage quand même la même passion. Ça, c'est quand même un avantage. Le regret que j'ai eu, c'était les contacts humains avec mes patients, parce que malgré tout, quand on exerce pendant 25 ans, il y a des relations qui se créent avec les gens. Et pour moi, c'était une partie de mon métier qui était importante. Donc ça, je l'ai regretté un peu, mais bon. Après, quand on fait des choix, il faut les assumer. Et globalement, c'est que du positif dans ce choix. Aujourd'hui, donc, vous avez créé le haras de Clarbec avec votre mari, avec votre fille. C'est vraiment une aventure familiale quand même? Ah oui, tout à fait. C'est une aventure familiale. Alors, Élise, notre fille, est absolument passionnée. Bon, il faut dire qu'elle, alors, par contre, elle est tombée dedans quand elle était toute petite. Alors, elle n'a pas fait le choix d'être cavalière, et après tout, pourquoi pas. Et certainement, je ne l'ai pas poussée pour faire ça. Par contre, elle a un amour des chevaux et une passion pour les chevaux qui est peut-être encore plus grande que la mienne. Et voilà, et mon mari, lui, a toujours été passionné de chevaux. Il aime vraiment les chevaux aussi, et on partage ça en commun. C'est vraiment cet amour des chevaux qu'on a tous les trois. Est-ce que ça peut être difficile parfois de gérer en famille comme ça une structure, l'élevage, la partie commerce, ou est-ce que vous pensez que c'est aussi ce dénominateur commun-là qui vous unifie, qui vous solidifie dans le projet en lui-même? Oui, d'être à trois, ça nous rend plus forts. Alors bien sûr, de temps en temps, on n'a pas le même avis, et ça peut donner lieu à des petits coups de gueule ensemble, mais le bilan est positif, parce qu'on va dans la même direction tous les trois, et que on se soutient, on se concerte pour prendre les décisions, et c'est quand même un peu sécurisant de savoir qu'on prend une décision à trois plutôt que seul. Parfois, pas toujours, mais parfois. Alors justement, votre fille travaille avec vous, et je crois savoir qu'elle est très investie dans l'élevage. Vous lui avez transmis votre passion, et vous nous avez dit juste avant de commencer l'enregistrement que vous étiez passionné par l'animal. Quelle valeur est-ce que vous avez voulu lui transmettre par le biais du cheval en lui-même et pas du sport? Et quelle valeur est-ce que vous pensez que ça peut avoir sur des enfants, dans des centres équestres, etc., au plus jeune âge? Alors je lui ai transmis malgré moi, je dirais, en vivant ensemble au quotidien la vie avec les chevaux. Je pense qu'elle a vu à ce moment-là ma façon de vivre et d'aimer les chevaux, et que apparemment elle y a adhéré, et donc effectivement on partage beaucoup de valeurs par rapport aux chevaux, et en particulier par rapport au bien-être animal, mais sans pour ça tomber dans une espèce de sensiblerie, dans un anthropomorphisme qui pour moi n'a pas lieu d'être. Les chevaux sont des chevaux, les humains sont des humains, et on doit évidemment respecter les chevaux. Ils doivent nous respecter, mais bon, pour moi, ce ne sont pas nos bébés ou des substituts de support affectif ou quelque chose comme ça. Et je pense que Élise a dû trouver que ça lui convenait de raisonner comme ça. Donc on partage ça, mais bon, la passion lui est peut-être venue un petit peu plus tard que moi, mais quand même, elle est très ancrée par contre.
C'est vrai que dans les centres équestres, c'est véridique que l'on dit que sur des enfants, le cheval, ça permet de les responsabiliser, de s'occuper de quelqu'un d'autre que de soi. Ça apporte des vraies valeurs de respect, de tolérance, de travail. Et ça, je pense que dès le plus jeune âge, peut-être tous les enfants devraient monter à cheval. Moi, c'est ce que je pense. Oui, je pense que pour les enfants, c'est effectivement ce que vous dites, c'est une bonne expérience d'avoir un animal qui dépend de vous quelque part et qu'il faut gérer en s'oubliant un peu et en le respectant. Je pense que c'est des très bonnes valeurs. Il faut maintenant qu'elles soient transmises d'une bonne façon. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça dans notre sport. C'est que les enseignants, et les éducateurs à cheval, continue à véhiculer ce respect des chevaux et que les enseignants continuent à transmettre les vraies valeurs de respect du cheval à leurs élèves et que ça ne devienne pas un peu un centre aéré, un centre de loisirs, un peu que du jeu. Je pense que malheureusement dans certains centres, on a dévié un petit peu. Le cheval est un peu passé à deuxième plan pour le jeu, ce qui est très bien, jouer avec les animaux, ce qui est très bien, mais je pense que parfois la vraie valeur du cheval n'est pas complètement conservée. Enfin, si les enfants ils trouvent leur compte et que ça leur apporte quelque chose et qu'ils apportent quelque chose à leurs chevaux, c'est bien. Du coup, vous vous êtes construite une vie où le cheval a une place centrale, où vous êtes au contact du cheval toute la journée, vous, votre famille. Est-ce que vous êtes heureuse, épanouie dans ce modèle de vie ? Est-ce qu'il vous plaît en fait ce modèle ? Alors oui, là les chevaux ont été de plus en plus finalement au cœur du débat pour nous et pour notre vie familiale. Alors bon, mon mari me reproche de temps en temps que ce soit un petit peu trop monomaniaque et qu'il y a un petit peu peut-être trop de place pour les chevaux. Et puis il faut pas se cacher qu'il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, même si on vit une passion, même si on est heureux de faire ce qu'on veut. C'est un vrai métier quand même. C'est pas ça devient plus qu'un loisir. Alors, un métier où on travaille avec sa passion, donc c'est beaucoup plus facile de l'exercer. Mais c'est quand même un vrai job. C'est pas vraiment du loisir. Oui, moi, je suis heureuse dans cette vie. Et puis, j'envisage pas de raccrocher pour l'instant. Surtout le fait d'avoir Élise avec nous, qui j'espère va continuer notre aventure. C'est stimulant au quotidien pour continuer. La vie est faite de rencontres et moi j'aimerais savoir un peu comment est-ce que vous choisissez vos cavaliers, les pilotes de vos chevaux. Est-ce que ce sont des coups de cœur ou est-ce que ce sont des choix un peu stratégiques ? Comment est-ce que vous arrivez à vous dire je vais confier un certain nombre de chevaux à cette personne-là ? Alors bonne question. Oui, ça a plutôt toujours été des choix plutôt de coup de cœur que de stratégie, et c'est peut-être pas forcément le plus intelligent d'ailleurs, mais enfin bon, on est comme on est. Moi, c'est vrai que je fonctionne assez à l'affectif et j'ai besoin de me sentir bien avec les gens qui m'entourent et avec les gens à qui je confie les chevaux. Donc mes choix ont peut-être pas toujours été justement peut-être tout à fait assez stratégiques peut-être, mais voilà, c'est plutôt des choix personnels de relations de confiance et presque d'amitié pour choisir les cavaliers. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont absolument pour vous indispensables le jour où vous vous posez la question de confier un nouveau cheval à un nouveau pilote ? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont peut-être absolument clés, comme partager la même vision que vous du bien-être animal ou avoir un certain type d'équitation ou voilà ? Oui, alors c'est vrai, c'est très important pour moi. Le bien-être animal pour moi est vraiment primordial. J'adore les chevaux, encore une fois, sans faire de sensiblerie. Mais je pense que on demande énormément aux chevaux par amour du sport.
Alors plus ils vieillissent, plus on leur demande, surtout s'ils ont des capacités pour évoluer vers le sport de haut niveau. Quand on en fait des vrais athlètes, la vie d'athlète, c'est une vie qui est quand même dure en elle-même. Donc il faut quand même, plus c'est dur, plus il faut, pour moi, respecter les chevaux et penser à leur bien-être. Donc c'est effectivement important pour moi de partager cette vision des choses. Et c'est vrai aussi que j'ai un type d'équitation que j'aime et que je préfère, en sachant que les chevaux sont chacun différents et que les faire rentrer dans un moule, pour moi, est une aberration. C'est pas du tout ma vision des choses. Donc il faut s'adapter aussi dans l'équitation en fonction de chaque cheval. Mais le fil conducteur, c'est quand même le bien-être du cheval et une équitation quand même assez naturelle. Alors évidemment, il faut des exercices, il faut du dressage. Moi, j'aime mieux appeler ça de l'éducation parce que je trouve que c'est plus positif comme notion, pour arriver à des parcours comme on voit ici à Bordeaux, dans les Grands Prix ou des choses comme ça, une équitation quand même assez pointue. Mais pour moi, il faut en ligne de mire toujours le bien-être du cheval. Et nous avions reçu Camille Condé-Ferreira dans le podcast, qui nous avait d'ailleurs beaucoup parlé de respect de cheval, de bien-être animal, etc. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre collaboration ? D'abord, dans un premier temps, avec Camille, et puis après, peut-être avec Félicie Bertrand aussi ? Oui. Alors, peut-être avant avec Félicie, parce que avec Félicie, c'est une histoire plus longue aujourd'hui, puisque Félicie avait monté pour moi déjà il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, une époque où j'avais des chevaux qui avaient un bon niveau, mais un niveau certainement un peu inférieur à celui d'aujourd'hui. Et puis nos voix s'étaient séparées, mais en restant toujours en bonne amitié, enfin en bonne entente, en bonne amitié. Et puis par le fait du hasard d'un cheval qu'elle avait monté de son côté avant, que j'avais récupéré, bref, que je voulais lui refaire monter, notre collaboration a repris progressivement depuis maintenant un petit peu de temps. Et donc voilà, avec toujours cette idée d'aller dans le même sens dans nos idées. Avec Camille, c'est plus récent. En fait, elle m'avait demandé un peu d'aide il y a quelques années quand elle avait un petit peu des difficultés avec un cheval. Donc, je lui avais évidemment dit que je voulais bien la faire travailler. Donc, on a construit une relation comme ça où je l'ai aidée un petit peu à mettre au point certaines choses, puisque c'est une cavalière qui a un super palmarès dans toute sa jeunesse et jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut savoir passer à l'étape suivante et devenir adulte et se lancer dans le grand bain. Donc elle avait un petit peu besoin d'aide. Donc voilà, on a continué à avoir des bons rapports. Je pense que c'est une cavalière qui est douée, une jeune cavalière qui est douée, qui a du talent, mais qui a 20 ans. Donc il faut encore qu'elle fasse son chemin, mais elle est en bonne voie. Et par votre biais, mine de rien, vous lui permettez aussi d'entrevoir un avenir qui est plutôt positif, du moins. Donc, je ne sais pas. Là, je l'ai confié à quelques chevaux, dont elle essaie de tirer le meilleur. Et l'idée, c'est que tout le monde avance vers le haut. Cheval et cavalier, et ça a toujours été mon idée quand j'avais des cavaliers qui montaient pour moi, c'était d'essayer d'avoir un rapport gagnant-gagnant, c'est-à-dire que moi, si je peux soutenir un cavalier pour qu'il puisse progresser et monter de niveau progressivement, et que en même temps il aide mes chevaux à aussi augmenter leur niveau, je pense que c'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher des rapports positifs, et je vous dis du gagnant-gagnant.
On évoquait juste avant de commencer l'enregistrement avec vous, et puis on l'a évoqué aussi avec avec la plupart de nos invités. On rencontre une problématique, ou ce qu'on en tout cas nous perçoit comme une problématique, la multiplication des circuits, des concours, etc. Moi, je me demandais, face à tout ça, face aux 5 étoiles qui sont de plus en plus nombreux, aux circuits qu'il faut courir, comment est-ce que vous, en tant que propriétaire, vous gérez la carrière de vos chevaux ? Comment est-ce que vous gérez les priorités ? Comment est-ce que vous faites votre choix ? Et surtout, quelle est, on va dire, un peu la stratégie pour essayer de conserver vos chevaux dans la durée et pour leur faire avoir une carrière qui soit pérenne, en fait ? Ah oui, c'est un gros problème aujourd'hui. Le sport de haut niveau aujourd'hui est un problème par rapport au bien-être des chevaux et à leur longévité, comme vous dites, sur le circuit. C'est que il y a différents circuits, et bon, ça je le respecte parce que la diversité ne peut pas être mauvaise, mais ces circuits sont un peu entre guillemets consommateurs de chevaux, c'est-à-dire que ça exige, si on veut courir tous les lièvres à la fois, ce qui me paraît pas possible, soit il faut avoir un nombre de chevaux absolument considérable de haut niveau, soit il faut savoir préserver ses chevaux et leur établir un programme qui leur permette d'aller loin et longtemps sans blessure et sans anicroche, quoi. Donc c'est un peu la difficulté aujourd'hui de savoir gérer ça, parce que d'un côté il y a certains circuits qui sont attrayants, évidemment, au niveau financier, qui donneraient envie de mettre le paquet, si je puis dire, pour y aller. Le problème, c'est que les chevaux restent des chevaux, c'est pas des robots. C'est pas des machines, et que ils ont besoin, pour garder leur intégrité physique et morale, parce que c'est très important aussi, d'avoir régulièrement des pauses qui sont ménagées, sinon ils peuvent pas tenir le coup longtemps. Sinon on les use prématurément et ils vieillissent pas. On les laisse pas vieillir parce qu'ils sont blessés et plus utilisables rapidement. Tous ces choix-là, vous les faites en équipe avec le cavalier, avec votre mari, votre fille, ou vous laissez vous laissez le choix et la possibilité à votre cavalier de décider finalement. Non, c'est des décisions qui sont, en ce qui nous concerne, qui sont toujours des décisions en groupe et en équipe. Donc chacun propose un peu ses idées, puis après on prend les décisions en commun. Mais bon, moi c'est important pour moi d'avoir un œil sur ce que font les chevaux, non pas par manque de confiance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi j'ai envie d'être positive, d'avoir cette idée de gagnant qui reste aussi. Donc c'est pas par défiance que je veux pouvoir participer à l'établissement des programmes, c'est parce que je pense que on est plus fort et on peut prendre peut-être les meilleures décisions en ayant différents points de vue qu'on confronte, que si on se jette dans une direction parce que tout à coup on se dit tiens ça serait pas mal. Je pense que c'est bien de pouvoir confronter ces décisions pour essayer d'en prendre de meilleures. Après, le monde sera toujours monde et les chevaux seront toujours chevaux. Si on savait la fin avant le début, c'est sûr qu'on ferait moins de bêtises et on prendrait des décisions par moments qui sont meilleures, mais ça, c'est pas possible. Vous avez des chevaux qui ont couru les plus belles épreuves du monde, les Jeux Olympiques, là, ce week-end de jumping de Bordeaux et bien d'autres encore. Vous devez vivre des émotions absolument incroyables, les réussites, mais aussi les déceptions. Est-ce que vous réussissez à prendre du recul quand vous êtes face à un échec, ou est-ce que ça vous atteint à un tel point que vous avez du mal à prendre de la distance? Alors je dirais oui, on a vécu des moments formidables avec des échéances magnifiques, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et bien d'autres. Je dirais que quand tout va bien, c'est assez facile. Enfin, il y a beaucoup d'adrénaline toujours, de toute façon, parce que si on aime vraiment ses chevaux. On ne peut pas s'empêcher de réagir, peut-être de surréagir d'ailleurs parfois, dans la mesure où
on maîtrise à un certain moment, on maîtrise plus. Pour avoir été moi donc cavalière, quand même d'un certain niveau. Quand vous êtes cavalier, c'est vous qui gérez votre parcours. Alors plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Vous avez des déceptions, vous avez des joies aussi. Mais quand vous êtes propriétaire et entraîneur, puisque je m'estime aussi un peu entraîneur, bon. Vous gérez la mise au point, vous gérez un certain nombre de choses. Et puis après, quand c'est le parcours, vous êtes plus que spectateur, plus rien vous appartient. Donc c'est passionnellement, c'est difficile parce que on aimerait pouvoir être acteur de ça. Et puis non, là il faut rester sur le banc de touche. Alors quand tout va bien, effectivement c'est assez facile. Bon, on a son petit coup de stress, on lève la jambe au bord de la piste comme un malade. Bon, bref, enfin moi en tout cas. Et puis bon, après c'est la joie parce que tout va bien. Alors c'est vrai que quand ça va pas bien, c'est plus difficile parce que on a les émotions. Puis après la déception. Bon, je pense que c'est normal de réagir. Donc au départ, on peut un peu surréagir de déception aussi. Et je crois que on peut pas enlever ça aux propriétaires de pouvoir être déçu. Après, voilà, il faut analyser les choses et puis bon, il y aura d'autres fois, on repart. Essayer, je crois, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre quand ça va moins bien, pourquoi ça n'a pas été bien, de façon à améliorer encore la qualité si c'est possible. C'est-à-dire que pour moi, l'idée, c'est pas quand il y a quelque chose qui se passe moins bien, l'idée n'est pas de chercher un coupable. Que ce soit le cavalier ou le cheval, ça n'a aucun intérêt pour moi de chercher un coupable. Ce qu'il faut, par contre, c'est analyser la situation pour que le cavalier à la fin, parce que le cheval lui se dit rien, que le cavalier à la fin puisse se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour que ça aille mieux. Mais je veux dire que ça, pour moi, c'est constructif, alors que de dire oui, non, là c'était pas bien, ça c'était mal fait, ça sert à rien, c'est stérile dans les moments où ça va pas. Il faut penser au moment où ça va aller mieux et comment on va pouvoir faire pour que ça aille mieux. C'est ma vision des choses. On espère que cet épisode vous plaît et qu'il vous permet d'en apprendre plus sur ce rôle indispensable qu'ont les propriétaires de chevaux aujourd'hui et dans notre sport. On souhaitait aussi vous reparler de Blooming Rider, puisque toute leur équipe organise aussi 3 jours de masterclass chaque année. Cet événement unique permet à leur communauté de se rencontrer et d'échanger avec les professionnels présents sur la plateforme. Cette année, cet événement exceptionnel aura lieu dans le sud de la France, entre Nîmes et Montpellier, les 9, 10 et 11 octobre. Au programme, une journée dédiée aux professionnels du monde équestre et 2 journées ouvertes au public durant lesquelles s'articuleront de nombreux ateliers sur des thèmes variés, tels que l'ergonomie équestre, le dressage, le CCE, le horsemanship, l'obstacle, la nutrition, etc. Pour l'occasion, 3 couples cavalier-cheval ont été sélectionnés afin de passer entre les mains de leurs professionnels. Un rendez-vous à ne pas rater. Aussi, on a une dernière petite anecdote. Le lendemain de l'enregistrement de Bordeaux, Geneviève nous a rappelé en nous disant qu'elle souhaitait compléter sa réponse à une des questions qui va suivre, celle de savoir quel avait été son cheval ou sa jument de cœur. Geneviève tenait particulièrement à citer une jument qui lui était chère. Nous avons donc enregistré à distance cette réponse il y a quelques jours. Alors restez attentifs. Allez, on reprend. Vous avez, en tant que propriétaire de chevaux et de chevaux de haut niveau, un rôle plutôt de l'ombre quand même par rapport aux médias, par rapport à ce qu'on peut voir, nous, le grand public à l'extérieur du haut niveau. Et pourtant, vous êtes absolument indispensable. Si vous n'étiez pas là, vous et les autres propriétaires des chevaux qu'on peut avoir en équipe de France, etc., il n'y aurait pas d'équipe de France, tout simplement. Et du coup, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous trouvez que votre place, que votre rôle et que le rôle de tous les propriétaires est suffisamment valorisé et suffisamment attractif, en tout cas je parle pour le marché français? Alors c'est une question un peu difficile que vous me posez. Bon, je pense que effectivement le propriétaire dans l'aventure, il est important puisque il faut pas oublier que si les cavaliers ont pas de chevaux, ils deviennent des piétons. C'est quand même important. Après, les propriétaires de chevaux ont besoin des cavaliers pour mettre en valeur leurs chevaux aussi. Alors c'est vrai que dans notre milieu, par rapport au monde des courses,
le propriétaire a une importance absolument fondamentale. C'est-à-dire quand on voit des grandes courses et l'arrivée et le gagnant, la première personne qui est mise en valeur après le cheval, c'est le propriétaire. Dans le jumping, c'est pas encore devenu quelque chose de très reconnu. Néanmoins, il faut être clair que, en tout cas, la Fédération française d'équitation et tout son staff a quand même depuis quelques années fait des efforts pour valoriser le rôle du propriétaire. C'est-à-dire que quand même, il y a un soutien qui s'est depuis quelques années, un soutien plus grand qui s'est manifesté des instances dirigeantes de la fédération pour les propriétaires. Évidemment que moi je pense que on peut peut-être encore améliorer les choses. Et c'est pas l'idée de se faire mettre sur un piédestal, etc. Moi, c'est pas du tout ma recherche et c'est pas du tout c'est parce que ça m'intéresse pas, mais effectivement, je crois qu'il faut arriver à faire quelque chose de très constructif où on valorise vraiment toute l'équipe qui est autour du cheval, parce que bon, le propriétaire est indispensable, sinon il n'y a pas de cheval. Mais bon, les grooms, les maréchaux, les vétérinaires, tous les gens, les soignants, parce que moi j'ai des chevaux qui sont soignés, qui ont des séances d'acupuncture, des séances de shiatsu, qui sont vus par des éthologues. Enfin, toute l'équipe qui gravite autour du cheval doit avoir une place importante pour moi. Non pas que je veuille minimiser l'importance du cavalier, mais je pense qu'il faut que ça soit peut-être encore un petit peu plus harmonieux dans les rapports de gratification, puisque finalement quand il y a une échéance, quelqu'un tient une belle victoire, c'est quand même majoritairement le cavalier qui se l'approprie, à qui je dis même pas que c'est le cavalier qui se l'approprie, mais c'est comme ça, c'est une reconnaissance premièrement du cavalier et même plus que du cheval presque. Donc on peut peut-être encore améliorer ça, mais en France il y a eu une avancée quand même notoire des instances dirigeantes, encore une fois, pour valoriser quand même plus les propriétaires qui, il faut quand même le savoir, se donnent quand même beaucoup de mal et c'est un investissement financier évidemment, mais pas que. C'est un investissement de chaque jour pour ces chevaux, donc ça mérite quand même effectivement une reconnaissance. C'est vrai ce que vous dites, le grand public, quand il voit un grand prix être remporté par un cavalier, un couple, cavalier-cheval, on lui approprie tout de suite la victoire, alors que sans parler même que des propriétaires, toute l'équipe qui gravite autour de ce couple-là est vraiment phénoménale et pour la plupart des gens, on s'en rend pas forcément compte. Il y a les grooms, mais pas que. Il y a aussi. Alors les grooms sont de plus en plus mis en avant, surtout dans quelques concours. Mais il y a aussi toute l'équipe de soignants, de vétérinaires, etc. Et ça, c'est vrai que on va peut-être dans le bon sens, mais il faut quand même lever le voile là-dessus et dire que. Oui, non, je pense que la victoire d'un cheval, enfin la belle performance d'un cheval, c'est un travail d'équipe, quoi. C'est clair, c'est très important. Et le bien-être du cheval passe par un travail d'équipe aussi, puisque le cavalier, il monte le cheval soit quotidiennement, soit pas. Enfin bon, mais il y a tous les travailleurs de l'ombre, tous les cavaliers qui montent les chevaux sur le plat, effectivement les différents soignants qui sont là pour apporter du bien-être aux chevaux, pour que mentalement, moralement, les chevaux soient bien, puisque à mon avis, c'est impossible de ne pas reconnaître qu'un cheval qui est bien dans sa tête, un cheval qui est heureux, un cheval qui vit bien sa situation, il va donner plus qu'un cheval qui a pas le moral, qui a pas la pêche, quoi. Ça me paraît évident. Donc c'est vrai que moi j'ai conscience complètement de ça et que le travail de toute une équipe autour d'un cheval, c'est important. Et c'est beau aussi parce que justement, ça fait un truc collectif et quand il y a vraiment une victoire, ça fait tout un groupe qui se réjouit, quoi. Vous nous expliquiez
au tout début, avant qu'on enregistre, que votre mari était président. Alors j'ai perdu du coup le nom du de Jumping Owners Club. Ouais. Du Jumping, voilà, Owners Club. Donc c'est une association qui a pour vocation justement de rassembler les propriétaires, je pense, oui, les propriétaires de et d'essayer de trouver des solutions oui. pour trouver des leviers. Est-ce que vous auriez des idées au-delà de la médiatisation et de la vulgarisation un petit peu, de rendre accessible au grand public le rôle et l'importance des propriétaires? Est-ce que vous voyez des leviers qui pourraient être mis en place, ou en tout cas sur lesquels on pourrait réfléchir pour essayer d'intégrer les propriétaires un peu plus dans la vie du sport au quotidien et dans les médias? C'est pas facile. Oui, je crois qu'il faut parler expliquer un peu ce que c'est qu'être propriétaire, de façon à ce que le public et les gens comprennent que être propriétaire, c'est pas forcément que être un porte-monnaie qui s'ouvre pour acheter des voitures de luxe. Je veux parler des chevaux. Et puis voilà. Alors après, vous savez, il y a toutes sortes de propriétaires. Il y a effectivement des gens qui sont propriétaires de chevaux parce que quelque part ils aiment les chevaux aussi, mais qui sont pas si proches que ça de leurs chevaux, qui vivent pas avec eux. Et c'est pas du tout un reproche, évidemment, puisque chacun a sa vie, chacun travaille, etc. Mais toutes les aspirations des propriétaires ne sont pas les mêmes. Je pense que néanmoins tout propriétaire de cheval a quand même envie d'être associé à l'aventure de son cheval. Donc c'est des petites reconnaissances, juste savoir dire que les propriétaires sont là et sont là derrière les chevaux. Maintenant, là, des idées révolutionnaires pour faire avancer ça, là, comme ça, à brûle pour point, je sais pas trop quoi vous dire. Ça prendra encore quelques années aussi oui. pour tout mettre en place. Voilà, mais bon, encore une fois, au niveau de la Fédération française, il y a eu des efforts de fait dans ce sens, indéniablement. J'avais vu une interview que vous aviez donnée à l'Éperon en 2016. Alors ça date un peu, mais on vous voyait faire travailler une cavalière chez vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites encore? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire, transmettre? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire. Alors d'ailleurs, à l'époque, il y a des années, j'avais passé un monitorat d'équitation et j'ai enseigné un peu pour gagner un peu ma vie en parallèle de mes études. Mais c'est quelque chose que j'aime bien, oui, que j'aime bien. J'aime bien voir travailler mes chevaux au quotidien. Alors, c'est pas tous les jours évidemment, parce que je suis pas tous les jours chez moi, mais enfin, quand je suis là, je passe quand même beaucoup de temps sur la carrière et ça me plaît et j'aime bien. Et comme vous dire, transmettre des sensations, les impressions, etc. Pour moi, c'est très important parce que je pense que la qualité de l'équitation d'un cavalier, elle se fait par le ressenti de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'enseignement, on vous dit fais ci, fais ça, les gens font ci, font ça, etc. Je crois que quand on enseigne, il faut aller plus profondément et mettre les cavaliers à la recherche de leurs sensations, de façon à ce qu'ils puissent associer une façon de demander les choses au cheval qu'ils ont eu avec le ressenti qu'ils ont eu après que le cheval leur a redonné. Pour moi, c'est le fondamental du progrès à cheval. C'est le ressenti des sensations physiques qu'on a quand on travaille un cheval. Pour moi, plus on a ça, meilleur on devient. Et puis, plus on a ça, pour moi, plus c'est merveilleux de monter à cheval. Parce que la réalité, c'est que passer des heures et des heures à cheval toute une journée, si c'est pour hop, je trotte, hop, je galope, hop, je saute, hop, je trotte, hop, je galope, je saute, c'est à la fin, ça deviendrait fastidieux. Ce qui est formidable, c'est que tous les chevaux sont différents et que tous les jours... moi, j'appelle ça un petit bonheur, c'est-à-dire que quand on monte, bon, maintenant, malheureusement, moi, je monte plus, mais
on monte, on demande quelque chose à un cheval, et puis au début, surtout les jeunes chevaux, il a un petit peu de mal à le faire, donc on redemande, et tout à coup, miracle, le cheval a compris ce qu'on voulait, et tout à coup, c'est vraiment une symbiose. On est avec son cheval complètement, et ça pour moi, ça n'a pas de prix, et c'est vraiment ça, monter à cheval, c'est cette espèce de communion qu'on a avec le cheval, et ça passe, je crois, par la perception du ressenti par rapport aux demandes qu'on a avec le cheval et ce qui vous rend. Et je pense que les meilleurs cavaliers sont ceux qui ont cette espèce de capacité à ressentir après une demande ce que le cheval leur donne, et de l'apprécier, et de pouvoir répéter la demande qui donne une bonne réponse, de façon à ce qu'à la fin le cheval soit bien sûr de lui et sache tu m'as demandé ça, non mais ok, ça je sais ce que tu veux, je vais te le donner, et je vais te le donner sans que tu aies besoin de me l'arracher. Pour moi c'est ça l'équitation de rêve. C'est sûr. Pour peut-être pas finir encore, mais une des dernières questions. Parmi tous les chevaux que vous avez fait naître, et bon, on peut pas faire de jaloux, mais est-ce qu'il y aurait une jument, un cheval, est-ce que vous avez un coup de cœur que vous avez en tête et qui sort un petit peu du lot? Parmi les chevaux que j'ai eus ou que j'ai fait naître, parce que c'est pas la même chose. Dans les chevaux de sport, il y a des chevaux que j'ai fait naître, mais mon élevage est quand même jeune, et un élevage, on s'intitule pas éleveur, c'est un apprentissage aussi. Alors il y a des familles, des générations d'éleveurs où les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents ont travaillé déjà un peu, et donc où l'élevage se reprend. Moi modestement, j'ai commencé mon élevage beaucoup plus tard, donc là je commence à sentir un peu le fruit de mon élevage. Mais c'est vrai que les chevaux que j'ai eus dans le sport à haut niveau, par la force des choses, tout simplement parce que ça prend des années pour former un cheval, sont plutôt des chevaux dont j'ai fait l'acquisition plutôt que des chevaux de mon élevage. Peut-être parmi les chevaux que vous avez eus, est-ce que vous auriez un cheval vraiment qui restera toujours en dehors du lot? Ça c'est vraiment une question extrêmement difficile. J'ai une jument qui m'a marquée, qui est une jument que j'ai montée, parce qu'il y a ça aussi, c'est que moi j'ai eu le sport moi en tant que cavalière, et puis ensuite le sport en tant que propriétaire. Donc j'ai eu une jument qui s'appelait Kyrielle du Rioux, ça fait maintenant, je ne sais même plus combien d'années, mais ça fait fort longtemps, qui était une jument absolument extraordinaire, qui m'a fait avancer dans mon niveau, et qui m'a procuré beaucoup de joie, qui était une extraterrestre, et je suis sûre qu'aujourd'hui c'est une jument qui serait une jument de 5 étoiles sans problème. Moi à l'époque j'avais un niveau qui était quand même un peu plus bas, donc bon là je suis pas allée jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire avec elle, mais bon, c'est une jument qui m'a apporté beaucoup de joie. Dans les chevaux, là, c'est le problème, c'est en citer un, je vais en citer 5 ou 6, quoi. Ça va être difficile. Ça va être difficile de trancher. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous différents, et que j'ai un attachement à eux pour des raisons diverses. Donc, faire un choix, en dire un, c'est pas possible. Bon, c'est sûr que sans doute celle qui a été la plus spectaculaire, c'est Flora, ça reste Flora, mais bon, aujourd'hui, Sultane, moi, je me lasse pas de la voir, et de voir qu'à 14 ans, elle est encore en train de progresser dans ce qu'elle fait, et ça, c'est assez émouvant. Là où, comme vous dites, il y a des chevaux qui disparaissent parce que on les a gérés peut-être pas suffisamment bien. D'avoir un cheval qui à 14 ans continue à progresser, c'est formidable. Et puis il y a le fait que je vis au quotidien aussi avec elle, alors que d'autres chevaux que j'ai eus en compétition et qui ont fait des belles performances ne vivaient pas avec moi, donc on n'a pas tout à fait les mêmes rapports, et c'est pour ça que je suis heureuse d'avoir les chevaux à la maison, parce que comme j'y suis moi aussi, ça me permet d'être avec eux plus. Mais qu'est-ce que je vais vous citer? Vagabond qui a été formidable, Flora qui a été formidable, Naï Stéphanie que j'ai adoré, la petite Ratina, Sultane, enfin c'est difficile. Vous avez eu beaucoup de chevaux, vous avez eu beaucoup de chance.
Ouais, je sais pas d'avoir si autant c'est, je sais de pas si c'est, choix je sais pas si incroyables. c'est, je sais pas si c'est de la chance. Voilà, c'est pas de la aussi. chance. Ouais, un peu sûrement. C'est aussi peut-être des choix quand même qui n'ont pas été trop mauvais. Mais oui, à la fin, En tout c'est cas, quand vous même. avez passé des À la bons fin, moments. c'est quand même une chance. Oui. Il nous procure beaucoup d'émotions. Voilà, en tout cas. voilà. Alors, dernière question difficile peut-être. Où est-ce que vous voyez dans 5-10 ans? Honnêtement, moi, je prends la vie comme elle vient tous les jours. Dans 5-10 ans, je serai moins jeune qu'aujourd'hui, forcément. Enfin, moins jeune ou On plus le sera vieille. tous. Ou plus vieille. On le sera tous. On dit ça comme on veut. Voilà, moi, tant que je vais bien, tant que tout va bien, je continuerai puisque j'ai ma fille Élise qui est avec moi, donc c'est stimulant de savoir que derrière moi j'ai quelqu'un qui va assurer la relève. Voilà, j'aime les chevaux et j'ai envie de continuer. Alors c'est vrai que si à un moment vraiment le sport part vraiment dans un sens où le cheval sera de plus en plus du matériel, un faire-valoir, etc. Si on part dans cette direction, peut-être que je serai moins motivée à continuer et peut-être qu'à un moment, je dirais stop parce que ça me conviendra plus, j'en sais rien. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'y pense même pas, j'imagine pas tellement ma vie autrement. Peut-être qu'il faudrait prendre un petit peu plus de vacances quand même. Mon mari me le reproche, mais il a pas tort. Mais bon, ma vie, c'est quand même les chevaux. Oui. Ce sera le mot de la fin. Oui, on va quand même vous souhaiter des vacances et beaucoup de bons moments au bord de la piste avec vos chevaux. Et puis au quotidien. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Geneviève d'avoir pris ce temps. On espère que ça vous a plu. Écoutez. Et on se recroisera sur des terrains de concours sûrement. Avec plaisir. Eh ben, écoutez, donc rebonjour Geneviève et merci beaucoup de prendre le temps d'enregistrer un petit complément de réponse avec nous puisque au lendemain de l'enregistrement qu'on avait fait à Bordeaux, vous aviez trouvé que vous n'aviez pas assez parlé d'une de vos juments qui avait justement beaucoup marqué votre vie. Donc si vous voulez prendre un petit moment pour nous parler de cette jument, c'est le moment. Bon, alors oui, les chevaux, vous me demandiez quel cheval je préférais de tous mes chevaux. Je les aime tous, les plus célèbres et les moins célèbres, mais évidemment ceux qui ont eu des résultats marquants sont plus ancrés dans ma mémoire. Mais il est vrai que je dois faire une mention spéciale pour la jument Nayana, que nous avons acquis à l'âge de 3 ans, qui a passé beaucoup de temps de sa vie avec nous et qui ensuite a été performeuse à plus haut niveau et qui en fait a été le début de toute notre aventure puisque avant elle, on avait des chevaux de concours, mais on faisait bon niveau déjà, mais pas le top level comme on a fait par la suite. Et c'est grâce à Nayana que tout ça est arrivé, qui était une championne, qui a été une jument exemplaire, peut-être aujourd'hui un peu plus méconnue que les autres, mais qui nous a donné énormément et qui surtout nous a donné l'opportunité d'entamer ce grand rêve à haut niveau. C'est génial, en tout cas c'est une très belle histoire. Oui, c'est une très belle histoire, mais je pourrais m'étendre encore plus sur cette jument qui est vraiment une jument de cœur et qui coule des jours heureux aujourd'hui à l'élevage. Bon, avec un succès moyen, mais elle nous a fait l'année dernière une fille et ça c'est formidable et on est heureux et on espère qu'elle va encore nous faire des bébés. Mais ouais, Nayana c'est le début d'une grande histoire. En tout cas, merci Geneviève. Et puis on mettra des photos et des vidéos de Nayana, bien sûr, pour illustrer un petit peu vos propos. Extra. C'est déjà la fin. On espère que vous en avez appris plus sur Geneviève, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux par le biais du haras de Clarbec, en suivant aussi évidemment Félicie Bertrand et Camille Condé-Ferreira. Vous pouvez aussi retrouver Blooming Rider sur leurs réseaux sociaux, Facebook et Instagram, où ils postent tous les jours leur actualité, des idées d'exercice, des articles sur des thèmes variés, des concours, etc. Vous retrouverez la plateforme complète sur bloomingrider.fr.
On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez bien soin de vous. On vous embrasse.